Bienvenue pour cette nouvelle édition Social Net Club ici au Barrio Club. Ce soir, nous allons parler jazz. Et jazz, c'est un mot magique, c'est un mot magique comme ce plateau d'ailleurs. Vous allez voir, on a un plateau absolument phénoménal pour parler du jazz à Lyon. Peut-être les plus passionnés du jazz sont ici, du jazz à Lyon et ses alentours. Alors, je vais vite vous les présenter, mais vous les aurez évidemment tout au long de l'émission. On va remercier donc Jean-Paul Boutelier, fondateur de Jazz à Vienne, Gérard Amsalem également, Gérard Vidon qui est là, Fred Brucker, Jean Méreux, Émilie Souillot, cinéaste. Je vais la refaire, c'est Émilie Souillot qui est là, jeune cinéaste. Vous verrez, elle a fait un film assez sympathique sur le club, en tout cas avec un clin d'œil assez sympathique. Robert Labassade qui est arrivé un petit peu en retard comme d'habitude, et puis Pierre Dugelet aussi. Pierre doit être par ici, Ludovic Chazalon, Thierry Serrano, Charlène qu'on vous retrouverez tout à l'heure en interview, et Lionel Martin qui est ici également. Alors, une seule émission ne suffirait pas pour parler du jazz ici à Lyon. Alors, nous avons décidé de traiter trois thèmes. Nous allons parler de la mémoire. Nous irons faire un petit tour du côté de la mémoire du jazz à Lyon. Nous ferons également l'état des lieux, savoir un petit peu ce qui se passe à Lyon et évidemment ses alentours. Et puis, nous parlerons évidemment de l'actu de la scène de jazz à Lyon et les alentours, comme je le disais. Justement, ça tombe bien, nous avons le président du Hot Club, le Hot Club qui existe depuis 1948. 1948, c'est un vieux truc, mais qui rajeunit tous les jours. Comment il rajeunit? Il rajeunit tous les jours parce que tous les jours, il y a des choses nouvelles. Avant, il y avait des vieux croutons au Hot Club, des vieux intellos par là, puis maintenant, je suis surpris de voir la jeunesse qui descend au Hot, et puis la jeunesse musicale aussi. Ouais. Voilà. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est quand même c'est assez particulier. Comment ça fonctionne? Il faut dire que si je dis pas trop de bêtises, il y a le fils du cofondateur qui est là, Raoul Brucker, qui avec une équipe de Zazou dans les années 40, je crois, 40, 45, 48, aux Beaux-Arts, les élèves du Beaux-Arts se sont apprivoisés le jazz qui arrivait des États-Unis. Ouais. Bon, ça a commencé à jouer, je pense c'était là-bas au palais de... Ça a commencé où Comment c'était là au Palais d'Hiver. Oui, mais en fait, le Hot Club, avant même de s'appeler le Hot Club, a vécu ses premiers moments... rue de la Bellecordière, dans une cave qui se trouvait en fait en dessous des rotatifs du Progrès à l'époque où le Progrès était dans l'immeuble maintenant occupé par la Fnac. Voilà. Et comme c'était une cave qui était régulièrement inondée, les musiciens avaient l'habitude de prendre des anciennes caisses en bois, et donc les spectateurs avaient quasiment les pieds dans l'eau. Moi, je n'étais pas là je peux que rapporter les paroles de Raoul. Oui. Et les musiciens étaient sur des caisses en bois, et ça les empêchait pas de chauffer au maximum. Et ça chauffe toujours? Alors, bien sûr que il y a eu toutes les tendances, ils sont mis. Au fil des années, il y a eu le bebop, l'art bop, le free, l'arfi était donc, faisait partie du Hot Club. Je me rappelle des gens comme Sclavis, la Marmite Infernale, on les voyait. C'était des mouvements qui étaient extraordinaires. Et puis, bon, il y a eu des scissions qui se sont faites. Mais, le Hot, c'est un fruit de la passion, un fruit d'une passion, le jazz dans tous ses états, quoi. Et, un jour, en voyant Raoul, qui était bien triste, que ça allait pas bien comme il voulait, il m'a fait les yeux doux pour prendre le Hot Club. C'était le même jour que François Mitterrand, le 10 mai 81. J'ai été élu président du Hot Club en même temps que lui, mais j'ai duré plus longtemps, quoi. Alors, après, j'ai donc eu des combats qui étaient assez drôles. Les premiers combats que j'ai eu au Hot Club, ça a été les 3 combats homériques. Ça a été d'abord les vieux qui voulaient pas de jeunes, les anciens du Hot, et ils faisaient barrage pour que les jeunes viennent pas jouer là. Ils faisaient rondin picotin entre eux. Et puis après, donc, il y a le deuxième combat, ça a été le style traditionnel et le style moderne. Il a fallu, bon, et puis le troisième combat, ça a été
quand il y a eu les intermittents du spectacle, on s'est retrouvé au Hot Club avec 70 ou 80% de professionnels et des amateurs. Alors bon, je suis arrivé avec mon indifférence à harmoniser tout ça. Et puis finalement, maintenant, il y a les gens qui jouent le jeu du Hot Club parce que quand tu prends une carte qui coûte 10 € au Hot Club pour les musiciens et que tu joues une fois par trimestre, le Hot t'appartient. C'est ce que Raoul m'avait dit. On reste des bénévoles. Et des bénévoles, maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est un peu la vitrine des conservatoires, des écoles de musique. Et plein de jeunes font des expériences qui sont formidables. Encore cette semaine, j'ai découvert des choses formidables. Ils peuvent faire ça qu'au Hot et ils font quand même presque 700 répétitions par an. On leur donne un piano accordé, un des 2 salariés qui s'occupent d'eux tous les jours. Il y a le piano, il y a la scène, ils peuvent enregistrer et on a même des projets d'agrandissement assez phénoménaux. Comme on le disait en off, évidemment, il y a des bavardeurs, on va dire, on peut pas l'arrêter, c'est incroyable. Quand on est passionné, on est passionné. Hein, Jean-Paul, comment est arrivé le jazz? Comment c'est arrivé ici, le jazz à Lyon? À Lyon, je pense que vous avez déjà eu quelques éléments, mais il y a eu un phénomène important pendant la guerre, c'est que Lyon était en dessous de la ligne de démarcation et il y avait un certain nombre de musiciens juifs qui étaient un peu pourchassés par le régime qui sévissait dans le Nord et qui sont venus à Lyon à partir de 1943, je pense. Il y a eu notamment les musiciens de Jacques Elian qui sont venus, qui participaient également à l'orchestre qui était au Palais d'Hiver par la suite, et ça a boosté un petit peu le jazz sur Lyon. Il y a eu des grosses des musiciens importants qui ont joué à Lyon dans cette période avant qu'ils ne repartent sur Marseille, je pense. Toute cette vague de musiciens qui venaient de Paris et ensuite repartis sur Marseille. Mais Frédéric doit le savoir. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Et il faut savoir, mais ça, peu de gens le savent, c'est qu'il y a eu un Hot Club avant le Hot Club, qui n'a pas duré très longtemps, et en fait, enfin, je vais pas dire le véritable Hot Club, tout au moins le Hot Club historique que l'on connaît, est né à un moment où il y a eu une scission dans le jazz entre les défenseurs d'une certaine idée du jazz très classique qui était défendue par Hugues Panassier, et les autres qui étaient défendus par Delaunay, entre autres, voilà, et Boris Vian surtout. Ouais, voilà. D'accord. Lyon est devenu un petit peu, je vais pas dire la capitale, mais à cette époque-là, c'était quand même le point central de la France au niveau du jazz, quand même. Oh, il faut peut-être pas exagérer. Je crois que c'était Paris, mais non, maintenant c'est le point central de la. Non, là je plaisante pas parce qu'avec le nombre de clubs, le nombre de festivals à Lyon et autour de. Non, je pense que tout à l'heure, on a évoqué les quelques dissensions qui ont existé au Hot, mais ça a permis peut-être justement à cette musique de se disperser et d'avoir d'ailleurs plus de lieux. Je crois que ça a commencé avec l'Arfi. Nous-mêmes, enfin moi je représentais le Jazz Club de Lyon. On a dû se créer en 65 et on a créé le Jazz Club de Lyon parce qu'à l'époque, on était entouré de musiciens qui ne pouvaient plus jouer au Hot. Le Hot avait un certain succès, et puis il y avait quelques dissensions au niveau des styles, etc., comme ça arrive souvent. Et je pense qu'il y a eu le même phénomène avec l'Arfi lorsqu'ils se sont créés. Et donc, et puis il y avait le point important de désaccord un petit peu à l'époque, hein, c'est qu'il y avait aucun concert à Lyon. Il y avait très peu de concerts à Lyon et de musiciens extérieurs. Ouais. Et c'est vrai que quand on a créé le Jazz Club, on avait une cave qui était rue Mulet, on a eu une autre cave qui était dans le quartier Saint-Jean, mais on a surtout voulu créer un certain nombre d'événements, soit avec le concours de salles qui existait, notamment le théâtre de Villeurbanne, avant que ça s'appelle le TNP. On l'a fait ensuite avec différents autres lieux, puis on organisait nous-mêmes des concerts, salle Rameau, salle Molière. Et puis on avait investi aussi un lieu qui a disparu, mais qui a été pour moi un des grands lieux du jazz sur Lyon, c'était le BC Blues. On a fait énormément de concerts. Et je vais laisser... Alors Jean, on va parler de l'Arfi, justement.
Oui, mais l'Arfi a commencé au sein même du Hot Club, qui a toujours joué son rôle de matrice en quelque sorte. Et moi, je suis arrivé à Lyon au milieu des années 60 et j'ai intégré des orchestres au Hot Club avec les Frères Faux, où jouait d'ailleurs Raoul, un big band monté par Jean-Louis Billoux. Et parallèlement à ça, je créais le premier groupe lyonnais de free jazz. Je pense donc avec Dominique Marozzo, Alain Dumont était souvent à la batterie, Christian Faux aussi. Il y avait Jean-Pierre Liu à la contrebasse. Et on jouait souvent des reprises d'Ornette Coleman, des choses comme ça. Et ce noyau de musiciens de free jazz s'est étoffé jusqu'à devenir une composante à part entière du Hot Club et de la programmation du Hot Club. Et puis même aussi par notre participation à l'administration du Hot Club. Enfin, on était très actifs. Et ça s'est passé pendant au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Ah oui, donc c'est le Free avait sa soirée, tout comme le New Orleans avait sa soirée, et cette soirée, eh bien, soit c'était donc les groupes qui venaient un petit peu de toute la région qui étaient là, soit c'était même des fois des invités parisiens. Ouais. Je me souviens qu'on avait invité François Tusk ou Richard Roux, le saxophoniste. Et ça, ce sont des choses qui étaient permis par le Hot Club, par la politique du Hot Club. Et après, on est allé même un peu plus loin parce que dans le Hot Club, on a fait des concerts, par exemple avec Steve Lacy, avec Sonny Murray, Frank Wright, avec John Surman, avec Stu Martin et Bart Phillips. Donc voilà, on contribuait à notre façon à la vie du Hot Club. Et vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui naissait à cette époque-là, ou vous vous laissiez porter par les événements? Non, mais nous on défendait cette esthétique-là, et puis on a cherché assez vite à s'exporter en fait. Ah, d'accord. Et à faire des orchestres qui pouvaient être à même de jouer par exemple au Centre américain à Paris, ou bien dans des festivals, des tournées en Allemagne, ou sur Bordeaux, le Sud-Ouest, etc. On a très vite pensé à ça, et peut-être qu'on était un des premiers groupes justement à faire ça en partant du Hot Club. Donc les choses ont beaucoup évolué, ont grandi, se sont diversifiés à tel point qu'à un moment, on a pris un peu notre envol, notre indépendance totale par rapport au Hot Club, et peut-être des fois au prix de certaines discussions et tout ça, disputes et tout ça, mais en tout cas, moi, je sais que dans le Hot Club, par exemple, il y avait aussi une sorte de symbiose naturelle qui se faisait. Par exemple, je sais que Raoul Brucker jouait dans les premiers exemplaires de la Marmite infernale. Donc, vous voyez, ça se mélangeait quand même déjà un petit peu. Puis en ça, on correspondait quand même à une certaine notion de jazz libertaire, pas libertin, hein, j'ai dit libertaire. Fred, vous avez vécu là-dedans, vous, avec Oui, moi j'ai suivi à peu près toutes ces périodes, parce que en fait au Hot Club il ne se passait pas aussi que du jazz, parce qu'il faut pas oublier que dans les années 70 c'était la grande époque des happenings, et il y avait notamment notre ami Guillaumont qui fait partie du groupe dont j'ai oublié le nom, avec Ben. C'était Plexus, non? Voilà, Flexus, voilà, exactement. Voilà. Ben est venu faire un happening au Hot Club. Oui, j'ai participé. Alors il y avait non seulement ça, on a eu des musiciens grâce à Humbert Merlot, trompettiste, qui avait un lien de parenté avec le directeur de l'opéra à l'époque. Il a fait venir ou Jim Léon, un peintre bien connu à Lyon, un Anglais qui avait immigré à Lyon. Il y a eu des groupes comme en tout cas, en tant que musicien, c'est essentiel d'avoir des lieux comme ça. Ah ben complètement. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'Arfi a créé son propre lieu après, qui était Via Colomès, rue Humbert Colomès, qui a été... Mais c'est vrai, excuse-moi, je te coupe, mais on programmait aussi des groupes de rock et de pop. Oui, il y a eu Jerry Allen, voilà, j'ai oublié. Oui, entre autres, il y a eu les musiciens de Soft Machines qui sont venus. Des groupes locaux, comme Pulsar, avec Victor Bosch à la batterie. Voilà. Quoi. On avait la primeur de toutes ces choses-là. Et à l'époque, il y avait aussi une scène rhythm and blues soul
rôle dont certains musiciens se produisaient au West Side Club, qui était le club du Palais d'Hiver. Et là, on a eu quelques séances épiques avec notamment Chico, oui, qui était la réplique physique de Jimi Hendrix, mais lui, il ne jouait pas du tout de la guitare. Justement, quel rôle a joué le Palais d'Hiver, justement, cette période c'est un peu plus tard. Le Palais d'Hiver, il y avait une histoire qui était propre au Palais d'Hiver. Le patron du Palais d'Hiver, qui s'appelait Lamour, il avait un nom prédestiné, était un féru de jazz et il organisait, dès le lendemain de la guerre, il a organisé un festival de jazz. Je crois qu'il avait lieu à l'automne et se sont produits d'ailleurs des grandes choses, puisque je crois que Miles Davis, Lester Young, Bud Powell, etc. sont venus oui. Et il y a eu donc cette période où, en même temps d'ailleurs, il y avait des concerts de jazz pendant le festival du Palais d'Hiver, et au même moment, il se passait des concerts qui avaient lieu dans Lyon, et notamment au Célestin. Je sais qu'il y a eu des concerts qui avaient lieu le même soir au Célestin. Donc ça veut dire que le jazz mérite de pouvoir s'exprimer dans plusieurs lieux à la fois. Donc le Palais d'Hiver a été largement diffusé un certain nombre de choses. Et puis pour Lamour, il avait quelque chose de formidable. Il faisait organiser des bals par certains commerçants. Donc il y avait le bal de la coiffure, il y avait le bal de la cateau, il y avait le bal de la boucherie, etc. Mais il imposait pour ces bals le fait d'embaucher un artiste. Et par exemple à la cateau, il avait obligé de prendre Oscar Peterson. Pour le bal de la coiffure, il avait obligé de prendre Duke Ellington. Et c'était sa façon de faire venir ces musiciens qui représentaient quand même déjà à l'époque des cachets relativement importants. Donc il y avait des soirées où il y avait ce concert suivi d'un bal avec l'orchestre de Maurice de Tout et où les gens pouvaient danser. Et moi, je me souviens très bien d'un concert mémorable, celui de Oscar Peterson, parce que il avait installé la scène sur une estrade centrale ronde, et tous les gens étaient autour sur des petites chaises, et c'était formidable de voir le trio de Peterson avec Ray Brown et Dick Ben qui jouaient là au milieu il y avait une ambiance assez formidable dans ce Palais d'Hiver. On va avancer parce que effectivement une émission ça suffira pas, il faudra en faire bien plus. On arrive aux années 70 où là il y a des tentatives de festivals qui naissent. Jean-Paul aussi, c'est la naissance des festivals à partir de là, ou c'est un peu plus tard, mais en fait, c'est né, comme je le disais tout à l'heure, on organisait pas mal de concerts. On produisait sur Lyon une vingtaine de concerts chaque année, que ce soit au théâtre, ce qu'on appelait le théâtre du 8e, qui est devenu la Maison de la Danse. On faisait des choses déjà à l'auditorium, on faisait des choses également à Villeurbanne. Il y a eu Miles Davis qui est passé à Villeurbanne, Salle Rameau, Salle Molière. Enfin, on faisait pas mal de choses. Et on avait déjà constitué un public d'abonnés. Moi je me souviens, dans les années 70, on avait environ 1500 abonnés sur Lyon. Et on va faire bref. À l'époque, j'ai proposé à la ville de Lyon d'organiser un festival d'été. Moi, ce festival, je voulais pas qu'il ait lieu à Fourvière, parce que Fourvière était un petit peu petit, et à l'époque, il y avait un hôpital qui était l'hôpital de l'Antiquaille, qui était voisin, et qui nous interdisait de dépasser une certaine heure le soir. Donc, je voulais faire le festival au parc de la Tête d'Or. Tout était préparé. On allait utiliser le vélodrome pour les grosses choses. On allait mettre des scènes un petit peu tout autour du restaurant qui y était, etc. Et la ville de Lyon n'a pas donné suite, avec des prétextes qui étaient assez extraordinaires d'ailleurs, parce que ce qui prouve que le monde a changé. D'une part, l'adjoint de l'époque, qui était Dieu à son âme, qui était, je vais pas citer son nom, mais c'était l'avocat du milieu quand même à l'époque à Lyon, et il m'a dit non, le jazz ça attire trop de dealers de drogue, etc. C'est pas bien. Et puis j'ai eu un autre avis. Alors lui aussi, paix à son âme, c'était Raymond Barre, qui à l'époque était député du 6e arrondissement. Ça allait gêner les animaux. Alors ça, c'était très très grave. Donc les deux prétextes réunis ont fait que ça a pas pu se faire, le festival s'est pas passé à Lyon. Et c'est finalement il est passé à Vienne. Oui. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti à Vienne. Oui. D'accord. C'était la raison essentielle.
Alors finalement, je regarde un petit peu les organisateurs des festivals. C'est passionnant de voir ça. C'est une aventure aussi pour vous, Thierry. Vous en pensez quoi? Ça a été, c'est aussi une aventure pour vous. Oui, comme vous avez pour raison. eux. Je suis beaucoup plus jeune, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est gentil. Oui, mais j'ai connu en tant que spectateur toute cette histoire-là. Mais encore, pas les tout débuts, mais par la suite, oui. Moi, j'ai bien connu ce claviste puisque j'étais à l'école, mais on lui jetait des pierres, parce qu'il jouait du jazz. Mais il nous les renvoyait, alors on a arrêté au bout d'un moment. Non, c'est un ami aussi. Mais moi, je suis d'une génération où on écoutait du rock, comme mon ami Robert Lapassade. Moi, j'ai vécu le rock des années 70. Et donc, par exemple, j'ai ce disque sous les yeux. Il veut placer depuis tout à l'heure. J'ai ce disque sous les yeux. Donc, évidemment, les Stooges, ça a été un moment important dans la musique, pour moi, dans ma vie aussi. Je n'étais pas le seul. Mais le jazz, vous voulez me faire parler du festival à oui, jazz? On en parlera un petit peu. Moi, je voudrais juste vous dire qu'il y a aussi... évidemment, il y a tellement de choses à se dire, mais on refera une émission, c'est obligé, même plusieurs. Autre point important, c'est la naissance aussi d'une radio, puisque Jazz Radio est né aussi, et on a une voix de Jazz Radio qui est ici, en tout cas un homme de radio qui est ici, et on pourra peut-être en parler. Comment? Test 1, 2, 1, 2. Voilà, vous avez vu cette voix? Robert Lapassade, mesdames, messieurs. Pourquoi une radio jazz? Il faut demander à ces jazzeux qui l'ont constitué. Ouais. Non, mais moi j'ai pas grand-chose à dire sur Jazz Radio, surtout que ça s'appelait donc Fréquence Jazz à l'époque. C'était une autre histoire. Elle a bien changé depuis, mais effectivement il y a eu quelques membres fondateurs, enfin au moins un, qui ont vraiment amené un esprit du jazz traditionnel quand même, assez nettement, mais pas seulement, mais quand même il y avait cette couleur-là. Et ça a sans doute contribué, mais il me semble que c'est un peu plus tard tout ça. C'est quand même déjà les années 80. Avance. Enfin, je ne sais pas si on avance, ça serait peut-être pas mal d'ailleurs. Il me semble que c'est 90, quoi, parce que avec Jacques Dorland, quoi. Oui, avec Dorland, effectivement. Non, mais on avance, on a d'autres sujets. Non, la radio, sinon, il y a eu, si on veut... allez-y, Jean. Oui, il y a eu des antécédents. À la préhistoire, non, il y avait des émissions de jazz sur une antenne de Radio Lyon. D'accord. Oui, par exemple. C'était Radio France Lyon avec Henri Gauthier, qui était aussi un des fondateurs du Hot Club et qui était journaliste et qui faisait des émissions et même des émissions parfois en direct. Moi, on a eu l'occasion d'enregistrer et de jouer en direct dans une émission d'Henri Gauthier. C'était sur Radio France Lyon, ou bien avec Philippe Andriot aussi qui faisait des choses. Il y avait RCF aussi. Catholique, ils faisaient l'émission. Mais c'est après. Ah oui, mais c'est bien après. Bien après. Mais on parlait des festivals. Avec le micro. On parlait des festivals, il ne faut pas oublier que nous avons un représentant du Rhino Jazz, qui est un des plus anciens. Le plus ancien. Oui, mais moi je suis arrivé un peu au milieu de l'histoire. C'est le bébé Rhino. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, une petite corne encore toute douce, c'est ça, Fred? Méfie-toi. Mais moi, en fait, les témoignages qui ont été tous exprimés, ce que je connais des musiques de jazz, c'est assez fascinant ces témoignages-là. Donc je me repose sur cette histoire-là. Mais pas uniquement, puisque moi je travaille pour le Rhino Jazz Festival. C'était un événement qui a été fondé, si je dis pas de bêtises, en 1979 ou 80 par Jean-Paul Chazalon. Donc nous allons présenter la 36e édition. C'est un des plus anciens festivals de jazz en France et en Europe. Il y avait un précédent. Et il y avait c'est-à-dire parce que auparavant, Jean-Paul avait mis en place un festival à Saint-Chamond. Et c'était peut-être les 12 heures du jazz ou les 15 heures ou les 20 heures du jazz de Saint-Chamond. Et ça se passait à Saint-Chamond à ce moment-là. Voilà, ça précédait Rip de J en fait. C'est vrai, ouais, t'as raison. Effectivement, il y avait déjà eu un embryon avant Rip de J. Moi, en tant que chargé de programmation du Rhino Jazz, moi je vois Pierre qui est en face, on a à peu près le même âge. Je vois un musicien comme Lionel ici, nous avons également le même âge. On est sans doute, je crois, un petit peu
bébés, quoi, des bébés. On doit écouter tout ça. C'est une histoire hyper intéressante. Et maintenant, on travaille avec ces nouvelles musiques de jazz qui ne cessent de se réinventer à chaque fois. Mais c'est une époque fascinante, celle dont on parle. Et cette musique-là. Oui, complètement. Hein, puisque vous avez le micro, on va parler du Rhino Jazz. Du Rhino, puisque ça nous fait plaisir de vous accueillir Merci. ici. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter cette année ? La construction, elle est en train de se faire. Donc, voilà, on est en train d'étayer. Je suis en train d'étayer le projet artistique. Donc, il n'y a pas réellement encore de programmation définie. On aura la chance, à nouveau cette année, de présenter un lancement commun avec nos amis de Jazz à Vienne, au Théâtre Antique de Vienne le 27 juin. Donc ce sera encore une soirée qui sera autour des musiques de jazz, mais en tournant autour de ces aspects artistiques. Voilà, donc ce sera le démarrage de nos événements respectifs. Et puis ensuite, au mois d'octobre, on aura 3 semaines dédiées au festival. Et si je reviens un petit peu sur le calendrier, on aura également une grosse semaine au mois de juillet, qu'on a initiée depuis 6 ans maintenant. Voilà, c'est une volonté des communes avec lesquelles on collabore d'avoir. Ça va tourner, c'est ça ? C'est autour du jazz, autour du festival ? C'est ça, exactement. Ouais. C'est une grosse semaine sur le mois de juillet, sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Voilà. Donc Bel Rhino, c'est un projet assez fou. C'est une trentaine de communes entre Lyon, sur le Rhône, la Loire et maintenant l'Isère. C'est un projet qui a toujours veillé à mettre en avant les jeunes musiciens et les jeunes musiciennes avec des pratiques innovantes et audacieuses. Donc moi j'essaie, pas par automatisme, mais c'est aussi mes envies d'avoir ce regard-là hyper présent chaque fois, à chaque édition, et tout en ayant un regard vachement attentif sur les grands noms du jazz et du blues aussi, enfin cette grande famille de jazz. Voilà. Thierry, ça va être l'heure de parler d'Avo Jazz, mais juste avant, je voudrais qu'on retrouve sur le coin du bar d'ailleurs. On va aller voir Charlène qui nous attend pour nous parler du Hors les Murs. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Alors, on parle de Avo Jazz, mais hors les murs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est hors les murs ? Alors, le festival Avo Jazz existe depuis 27 ans. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il y a ce qu'on appelle... Alors, avant, on appelait ça le Festival Off. Donc, aujourd'hui, depuis 4 ans, on appelle ça hors les murs. L'idée, c'est... il y a une scène centrale, le Centre Charlie Chaplin, qui propose une très belle programmation avec des musiciens internationaux. Et puis, l'idée, c'était aussi d'investir d'autres lieux de la ville, qui ne sont pas forcément des lieux de concert, d'ailleurs, de proposer des concerts gratuits pour s'ouvrir à d'autres publics, aller à la rencontre des gens et puis proposer cette musique, le jazz et puis d'autres musiques d'ailleurs. Le hors les murs, c'est ça. On sort de la scène centrale et on change le rapport au public et on propose aussi des choses à des gens qui peut-être ne seraient pas venus au Centre Charlie Chaplin. Alors justement, est-ce que la programmation a une relation avec la scène centrale ? Oui, toujours avec Thierry Serrano qui programme la scène centrale, on discute beaucoup, donc forcément on essaye de faire des passerelles aussi moi j'essaye de faire des passerelles avec sa programmation parce que c'est bien ça aussi l'idée, c'est que les gens, on leur donne envie d'aller au Centre Charlie Chaplin, donc il y a des passerelles, oui, complètement. Ouais. Alors justement, faites-nous envie, on va parler de quoi, il va se passer quoi hors les murs ? Alors beaucoup de choses, je pense que la prog elle est à l'image des publics qu'on essaye en tout cas de toucher vers qui on va. Des choses très différentes. Il y a de belles soirées au Planétarium de Vanvelin cette année. On a la chance d'accueillir Théo Secaldi Trio, Théo Secaldi qui vient d'intégrer l'ONJ, qui invite la contrebassiste Joël Léandre. Donc là, on est vraiment sur des musiques improvisées. Donc ça va être une belle soirée. Au Planétarium, on accueille aussi une création. Donc cette année, c'était 4C, qui là va clairement vers les arts un projet qui mêle musique et art numérique, c'est musique immersive, donc on est encore sur une esthétique un peu différente, on va dire. On a des projets, là je peux partir. Est-ce que c'est pas, j'allais dire hors les murs, est-ce que c'est pas la partie innovante ou une partie qui va éclore en fait ? Est-ce que c'est pas les nouveaux talents ?
Alors nouveau talent, je sais pas. Mais en tout cas, le cœur du Hors-les-Murs, c'est aussi de programmer la jeune scène, en tout cas la scène émergente, régionale. Ça, c'est vraiment le cœur du projet artistique. Et en fait, on a la chance, enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une chance, c'est que le Hors-les-Murs, on investit des lieux très différents. Donc, en fait, on a des cadres différents à chaque fois, ce qui permet effectivement d'innover et d'aller sur... On peut se permettre plein de choses en fait. Alors vous êtes ouvert, vous programmez vraiment ce que vous voulez. Est-ce que, alors on parlait des lieux quand même atypiques, c'est assez atypique d'aller au planétarium. Est-ce qu'il y a d'autres lieux atypiques et qu'est-ce qu'ils accueillent du coup? Lieu très atypique. On a un concert sous chapiteau au Cirque Imagine, donc là ça va être un bal avec Impérial Orphéon, donc c'est pareil, belle soirée avec Antonin Lémarie, Damien Sabatier. Dans les autres lieux, il y a des choses qui se passent dans l'espace public tout simplement, hein. Mazalda, pareil, Mazalda qui est un groupe mais qui a une formule fanfare. En plus Mazalda qu'on connaît bien parce qu'ils sont pas mal présents sur Vaux-en-Velin et qui font plein de choses. Voilà, on a aussi un brass band, qui va venir sur le Mât du Taureau. De toute façon, il faut aller sur le site internet, on a absolument tout. Vous nous rappelez un petit peu les dates et puis le site internet? Alors, donc le Hors-les-Murs commence le 22 février et se termine le 29 mars. Donc là, commence samedi, tout bientôt, avec Water Babies au Planétarium. Et donc, pour le programme, c'est sur le site www.avojazz.com. Il y a le programme de la scène centrale et puis le programme Hors-les-Murs. Tout y est. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors on vient d'écouter Charlène, on va donc la transition est toute faite pour parler d'Avojazz. On a parlé d'Hors-les-Murs, on va parler maintenant du fond. Alors parlez-nous, donc 3 thèmes cette année. Hein. Oui, dans la 27e édition là, qui attaque samedi, avec un concert en partenariat avec Jazz à Vienne d'ailleurs. Puisque ce sont les lauréats du tremplin Jazz à Vienne, Water Babies, des lauréats nantais qui attaquent à Vaux-en-Velin au Planétarium. C'est un concert gratuit, alors venez tous. Oui, on va tous y aller. Alors justement, on va profiter d'avoir avec nous Pierre Dugelet. On reviendra après sur Avojazz, bien entendu. Pierre, alors vous êtes partenaire en plus. Vous êtes directeur du Périscope. C'est quand vous écoutez la mémoire du jazz, vous y retrouvez. C'était quelques années là, quand même. Nous, on a créé le Périscope il y a 6 ans. Ouais, mais vous 6e édition, c'est. Vous y retrouvez? On a écouté. Il y a des choses qui se ressemblent. L'histoire du Périscope, elle est assez simple. C'est principalement deux collectifs de musiciens. Un venant plus du jazz traditionnel, classique, avec 12 guillemets, et l'autre qui venait plutôt du jazz de traverse et des formes qui tournent autour du jazz, qui ont à un moment monté une salle. Lyon est une grande ville, et en fonction des époques, vous avez fait un panorama jusqu'aux années 70, puis après il y a eu un petit trou, mais en fonction des périodes, il n'y a pas toujours eu autant de diffusion de musique, je dis de musique parce que nous on fait pas que du jazz, mais de diffusion de ces musiques-là, de musique un petit peu actuelle, de musique un peu innovante. Donc il y a 6 ans, des collectifs qui avaient une dizaine d'années tous les deux, avec des jeunes musiciens dont j'étais absolument pas membre, mais partenaire. On a monté cette salle, voilà, pour diffuser encore plus de musique, pour être en parallèle. 130 concerts quand même. Hein. Oui, on fait 130 concerts et il y a 9000 personnes qui viennent les voir. Donc normalement, c'était quelque chose qui s'est placé. Et depuis 6 ans, voilà, on fait des jazz et tout ce qui tourne autour, toutes les musiques qui nous intéressent, toutes les musiques innovantes, tout le hip-hop d'aujourd'hui, la soul assez moderne, le noise et tout ce qui va dans les nouvelles formes de free jazz qui se tournent vers des musiques très 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 électriques. Donc voilà, ça, sans oublier les musiques expérimentales ou des liens que nous on trouve. Je m'appuie sur l'Arfi qui est en face de moi, des liens avec les musiques contemporaines et les musiques innovantes qui sont évidents pour nous dans des musiques qui sont ancrées aujourd'hui dans notre monde. Si je peux me permettre, vous avez l'avantage maintenant d'être labellisé, d'ailleurs, scène découverte, ce qui est pas mal par rapport à d'autres scènes, à d'autres clubs. Ah oui, maintenant je suis obligé de découvrir tous les jours, mais je m'applique.
Ça vous apporte quoi d'être scène découverte? C'est des histoires d'argent. Il faudra en parler. Comme beaucoup autour de la table, on a pas mal d'histoires d'argent parce qu'il faut faire tourner tout ça. Non, après, oui, faut faire vivre ces lieux. Après, c'est des grandes. Là, on voit des grosses histoires. J'aimerais bien avoir tout ça derrière moi, avoir passé toutes ces difficultés, parce que voilà, c'est effectivement ça vit ces choses-là. Ça passe des étapes, que ce soit financière, qu'elles soient humaines, qu'elles soient musicales, qu'elles soient esthétiques, parce qu'il faut en parler. Effectivement, j'étais bien content que vous abordiez aussi ces moments, parce qu'on les a aussi. Même sur 6 ans d'historique, on a déjà des passages, des changements, des virages, et c'est vivant, quoi. C'est vraiment vivant. Alors à VoJazz, il y a des virages aussi. Chaque année, il faut se remettre en question, Thierry Serrano. On se remet en question, non, pas vraiment, puisque ça coule. Moi, ça va. Non. Un festival qui se porte bien, mesdames, messieurs. Non, mais tous les festivals se portent plutôt bien, d'ailleurs. C'est paradoxal par rapport au disque. Au disque. Pardon Thierry, je dirais même, tout le monde se porte bien. D'ailleurs, en France, on est quand même dans un pays où les gens se portent bien. Enfin, quand même. Non, mais après, pas que dans le jazz. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on est dans un pays où tout va mal, mais c'est quand même un pays où tout va bien. Moi, j'aime bien les musiciens. Oui, ça va plutôt bien par rapport à d'autres qui vont plutôt mal, c'est vrai, sur cet aspect. Mais encore que c'est relatif tout ça. Hein. Mais sur les festivals, non, mais les festivals se portent plutôt bien. C'est vrai. Et non, mais par rapport à la question posée sur les musiques et le renouvellement, en fait, le jazz, c'est la nature même du jazz, c'est de se renouveler. Ludovic en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc c'est facile pour nous parce que c'est toujours une musique d'abord qui a influencé beaucoup de musique, qui a été influencée par d'autres musiques également, mais qui regarde toujours vers la modernité. Nous, on accueille un pianiste, Robert Glasper, qui rencontre... lui, c'est le hip-hop qui l'intéresse. Un peu comme Miles Davis à une époque, c'était le rock. Et là, il sera avec un rappeur. Donc, c'est une musique qui... Là, on n'a aucun problème là-dessus. C'est une musique, le jazz, c'est l'avantage, c'est une musique vivante qui est ouverte sur l'avenir et sur les autres. Alors, on en a parlé tout à l'heure, 3 thèmes généraux. Vous pouvez les développer un petit peu, ces thèmes sur VoJazz? Oui, c'est 3 thèmes parmi d'autres, hein, mais les dominantes de cette édition, ce sont les pianos, les voix et les volcans. Alors les volcans, c'est un peu particulier, c'est parce que ça se réfère à des musiciens qui ont marqué leur époque. Et ces musiciens sont Miles Davis, Nina Simone, Iggy Pop et John Zorn. Voilà, parce que ces musiques vont être reprises par des musiciens de leurs amis qui seront sur scène pendant un VoJazz. Très bien. Et puis les 2 autres thèmes? Les pianos? Oui, on va en parler. Les pianos, les pianistes, il y aura une quinzaine de pianistes invités, différents. J'ai parlé de Robert Glasper, mais il y a aussi Craig Taborn, il y a aussi Giovanni Mirabassi, il y a Dorantes, qui est un pianiste gitan espagnol qui fait du flamenco jazz. Et puis il y a Brad Meldo à l'auditorium avec Jazz à Vienne et l'auditorium de Lyon. Donc il y a un beau panel d'artistes différents. Lionel, vous êtes dans la programmation, vous êtes musicien. Les festivals, c'est hyper important pour vous? Non, rien n'est important pour moi. Après, merci. À part d'être ici avec tout ce monde. Voilà, c'est assez chouette ce soir d'être. C'est pas vrai. J'ai une famille. Voilà. Et c'est rigolo parce qu'avant de venir, j'ai mon fils qui me disait tiens, c'est chouette. T'es connu un peu au Japon, aux États-Unis, tu commences à être connu, tout ça. J'ai dit mais on s'en fout, tu sais le gars qui fait la pub pour Cochonou, il est super connu quoi. C'est vrai. Et c'est pas très important en fait. Je crois que c'est. Mais l'important c'est de jouer. L'important c'est d'avoir une scène. Du coup, des scènes. Bien sûr. Après, ce qui est important, c'est l'énergie. Je crois qu'après, ce qui est et ce que j'ai vu là dans tout ce qu'on, il y a beaucoup de gens que j'aime beaucoup qui sont là ce soir et qui sont pleins d'énergie. Et après, finalement, on s'aperçoit que dès qu'on parle, on perd l'énergie. Là, je suis en train de la perdre d'ailleurs, puisque je commence à parler beaucoup. Et alors qu'en fait, et ce qui relie tout le monde, voilà, je suis assez. On voit Pierre, voilà, avec le périscope. On voit Jazz à Vienne, on voit Gérard du Hot Club, qui était au Hot Club et qui revient maintenant. Ludo, voilà. Et c'est c'est des énergies, quoi. Et ça, c'est important, parce que même pour les gens qui viennent, c'est une musique qui est parfois compliquée.
qui peut être compliquée quand on en parle beaucoup, mais quand on la vit et quand on la ressent, elle est très simple. Et on la prend et il se passe un truc de folie. Voilà. Donc après, c'est vrai que Vaux-en-Velin c'est important. Le Rhino c'est important aussi. Bien sûr, enfin, tout est important, j'allais dire. Non, mais c'est la scène pour le musicien, c'est forcément. Oui, mais moi j'adore jouer dans la rue, c'est encore plus aussi, important. bien sûr. Parce très que voilà, dans la rue, on prend les gens, ils sont là, et on a un truc, une grand-mère qui passe avec son caddie, elle ira jamais sur un concert. Enfin, peut-être pas forcément. C'est dur de rentrer avec son caddie, mais on peut partager. Ce qu'on cherche, c'est des moments forts. Enfin voilà, pardon, non, mais ça varie. Robert, voilà. moi je voudrais interroger l'homme de radio parce que quand même il faut faire savoir les choses et ben vous étiez là pour retransmettre aussi toute cette énergie justement à travers des micros. Oui, c'est vrai, nous avons été là pendant une période, justement, tout à l'heure j'étais un petit peu surpris de la question, parce qu'on passait d'un seul coup 20 années, à peu près, dans l'évolution que nous évoquions, mais dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, effectivement, j'ai participé à cette radio, qui est un exemple assez unique. Enfin, il y en a une autre à Paris. Il y a peu d'exemples en France de radio dévolues au jazz. Maintenant, elle a été consacrée au jazz, effectivement, à ses débuts, puis elle l'a été un petit peu moins. Elle a mis de l'eau dans son vin, cette radio. Et donc, ce dont je me souviens, c'est que nous avons participé à peu près tous les festivals, tous les événements dont on a parlé. Et pour rejoindre un petit peu l'optimisme de Lionel tout à l'heure, moi, je tiens à affirmer aussi que Lyon est une ville particulièrement bien lotie du côté du jazz, du côté des musiques en général d'ailleurs. Mais c'est peut-être pas que Lyon, c'est peut-être la région. Oui, la région Rhône-Alpes, effectivement, Lyon symbolisant un petit peu cette région, mais la région est particulièrement riche en festivals, en événements de toutes sortes autour de ces musiques. Et en musiciens, elle forme des musiciens en grand nombre, on les retrouve au niveau national un petit peu partout dans les formations actuelles. C'était déjà le cas, on l'a entendu tout à l'heure, dès les années 50, 60. Mais je dirais que pour revenir à la radio, les années 90, c'était une période un petit peu creuse, non pas au niveau de ces événements dont on parlait tout à l'heure, mais au niveau de ce que Pierre, par exemple, rappelait, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le jazz devait un petit peu passer à autre chose, enfin intégrer d'autres musiques, les admettre en tout cas, et que dans cette période-là, des années 90, ça n'a pas été si évident. Il y avait donc, comme dans les années 40 et 50 déjà, dans les années 50-60 aussi, il y avait des discussions de chapelle comme ça, et les nouvelles musiques intégrées par les musiciens de jazz, qui étaient nés avec le rock, avec toutes sortes de musiques différentes, ont eu du mal à être admises, et maintenant c'est de nouveau une plaque tournante à ce niveau-là également. Et il y a beaucoup de clubs finalement, enfin des lieux assez divers, des clubs peut-être pas uniquement, mais enfin des lieux divers, de capacités diverses également, qui sont prêts à accueillir cette musique. C'est une ville riche. Justement, alors on parle de clubs, il y a plein de clubs, il y a des clubs. Tant mieux. Plus il y en a, mieux ça vaut. Pour les musiciens d'abord, et puis ça, disons, ça excite de savoir qu'il y a des clubs de jazz qui se montent partout, et je trouve que c'est être encore mieux et se faire des efforts. C'est la concurrence, pour moi, ça stimule. Hein. Gérard, on peut les citer un petit peu. Alors il y a donc la Clé de voûte qui s'est montée avec des anciens du Hot, bien sûr. On retrouve au Périscope des anciens du Hot aussi qui étaient mes trésoriers. C'est tout à fait normal. Il y en a un qui s'est monté, c'est le Club Saint-Georges, qui vient de se monter ces jours-ci. Mais c'est avec plaisir parce que nous, qu'est-ce que fait le Hot? Il ouvre 5 fois par semaine, toute l'année. Il faut assurer toute l'année. Ouais. Et ce qui me fait plaisir maintenant, c'est que la dernière programmation, la salle était pleine de musiciens qui voulaient jouer et qu'on n'arrive pas à programmer tout le monde. Alors s'il y a d'autres clubs, tant mieux. Et nous, on sert un petit peu à des tremplins pour des jeunes musiciens. Ils peuvent s'essayer au Hot, ils prennent la scène, ils vont répéter là-bas, ils font leurs expériences, comme on en a eu 2 ou 3 cette semaine, qui étaient assez prenantes, ça m'a fait rire. Parce que moi, je suis un peu comme vous, qu'est-ce qu'on va écouter demain? Et c'est ça, l'enthousiasme, c'est ça. Le jazz a toujours été... J'ai écouté l'Arfi quand c'était le moment, toujours pareil, avec soif. J'écoute Lionel qui fait des choses extraordinaires. J'écoute ces gens qui font avancer. Rondin Picotin, c'est pour ça. Ceci dit, ça fait quand même... alors du coup, je suis un peu plus jeune que tout le monde, mais ça fait 20 ans que je l'entends parler de Rondin Picotin. Donc, et ça fait toujours autant plaisir. Non, mais ça fait toujours autant plaisir.
Parce que quand, dans des assemblées, quand ils parlent de rondin picotin, c'est assez... mais c'est la même chose. Voilà, mais c'est... Vous vouliez nous parler de la Tour Rose? Ben oui, par exemple, parce qu'on parle de club, et en particulier de cette époque des années 90, début des années 2000, où peut-être il n'y avait pas tant de lieux que ça à Lyon, et en tout cas pas de lieux qui pouvaient, enfin de lieux réguliers, repérés dans ces murs, et qui pouvaient programmer des musiciens internationaux. Et... Jean, pardon, je t'interromps, mais je pense qu'on va arriver au même. On a oublié en fait quelqu'un qui est majeur sur la scène. Tu veux parler des Blotons ? Yves Bleton, qui est dans cette période entre les années 90 et la période. Il y a un autre absent, mais tu feras peut-être la passerelle avec. Non, je pense à François Poster qui joue un rôle quand même sur la place de Lyon qui est très important. Il n'est pas mort par contre. Mais bien sûr. Non, sur le moment, évidemment. D'ailleurs, Chavant non plus. Oui, d'ailleurs, parce que grâce à Philippe Chavant, on avait constitué une équipe qui s'appelait Attention, enfin une association, c'était Attention Musique Fraîche, et on profitait des services que ce bel établissement pouvait fournir aux musiciens. On pratiquait, au début, on a pratiqué ça comme sur la formule de l'échange. Les musiciens venaient parce qu'ils étaient en tournée, parce qu'il y avait Jean-Noël Schnibb, par exemple. On était en mèche avec pas mal de tourneurs, et dès qu'il y avait des day off, nous on récupérait les musiciens. C'est comme ça qu'on a vu, je sais pas, aussi bien Chico Hamilton, que tu parlais des petites peines, tu vois, il est avec Eric Watson, on a eu Paul Blais, on a eu Enrico Peranuzzi, on a eu Wallace Rouvenet, etc. Mais à certains, oui, Dave Douglas en trio avec, Je fais pas le poids, avec Jim Black et tout ça, à certains moments, on avait compté qu'on avait fait 15 ou 20 concerts dans le mois. À la Tour Rose, c'était absolument phénoménal. On va profiter. Et on a terminé en 2001 avec le trio de Paul Motion, qui fêtait ses 70 ans. Hein? On va forcément parler de jazz. Donc, je crois que et moi j'ai l'occasion de croiser pas mal de musiciens dans les festivals et tout ça, qui sont venus jouer à la Tour Rose et qui m'en reparlent toujours. Je sais pas, encore récemment Dave Liebman par exemple, ou bien Céléa, ou bien Reisinger. Oui, mais Jean, il faut que tu parles aussi de l'accueil qui leur était réservé. Hein. Oui, c'est ce que je disais, les services, les musiciens parlent beaucoup du menu, je crois qu'ils ont. Et aussi ce qui était offert au public, c'est-à-dire que Philippe Chavant préparait des amuse-bouches, il y avait consommation et une place de concert, peut-être pour, à l'époque, c'était 60 francs, quoi. Alors, comme vous voyez, à peine 10 euros, quoi. Beaucoup d'énergie, donc, autour du jazz, et en tout cas. On a toujours été, oui, c'est ça. Moi, je pense que Lyon, comment dire, Lyon n'est pas en elle-même une ville qui aime particulièrement le jazz. Mais en fait, le jazz existe à Lyon grâce à l'activisme forcené d'un certain nombre de gens et depuis très très longtemps. Et même on parlait d'Yves Bleton, par exemple, à Gap. Je me souviens très très bien de la lutte qu'il y avait pour obtenir ne serait-ce qu'une petite subvention de la ville de Lyon pour qu'à Gap aussi devienne scène. C'est la même lutte que pour avoir c'est la même lutte que décrivait. Oui, moi je crois qu'on est. Qu'on décrivait pour avoir le parc de la Tête d'Or, quoi. Sont plus des individus. Voilà, moi je crois que si le jazz est présent à Lyon, c'est plus grâce à des individus qu'à des institutions. Alors, bon, une grosse énergie, comme on peut le voir. Gérard, vous, en tant que... oui, avec le micro. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de Jazz Mal-Aimé à Lyon. Effectivement, il y a une période quand une association qui s'appelait Jazz à Lyon a fait pénétrer le jazz en force dans l'institution culturelle de la ville à l'époque. C'était Robert Proton de la Chapelle qui présidait. Il avait accepté que son festival international de Lyon, consacré principalement à l'art lyrique, au théâtre, quelques musiques peut-être, mais principalement l'art lyrique et le théâtre, programme du jazz. Et donc, on avait eu comme ça, dans le cadre du Festival de Lyon, une subvention qui nous permettait d'abord d'avoir les lieux, d'être affichés au programme de ce festival. Ça n'a pas duré très longtemps, 2 ans, 77, 78, 78, 79. On a quand même eu un Lionel Hampton, un organiste, Bill Doggett, Carla Bley. Ça, c'était la première année. C'était Carla Bley qui est dans l'auditorium de Lyon, parce que le temps ne s'y prêtait pas à Fourvière, était montée par la trappe, monte piano et monte orchestre, avec son fameux thème dans Dinner Music.
et l'orchestre montait comme ça a été un moment incroyable. Bon, l'année d'après, on a consacré ce même festival, avec l'aide toujours de la ville, à un label de jazz qui à l'époque était le label qui un peu dominait tous les labels américains, c'était ECM. Et on a programmé 3 journées ECM avec Gary Burton, il n'en manquait qu'un dans la distribution, Diane Garbarek, enfin tous les musiciens principaux de ECM à l'époque étaient présents, sauf Keith Jarrett qui avait refusé de venir. Bon, on peut comprendre. Et là-dessus, je veux dire qu'on a eu la presse nationale et les syndicats de musiciens nous sont tombés dessus parce qu'on n'avait pas respecté un quota de musiciens français. Ça nous a scié. Enfin, l'association Jazz à Lyon a été sciée à sa base dans ses relations avec l'institution culturelle de Lyon. Et donc, du coup, et je crois que là, Jean-Paul, on a tenté à l'époque de renouer et tout ça, et je me souviens de la phrase que la ville t'avait dit, mais il y a plein d'autres lieux qui peuvent accueillir un festival de jazz. Tu te souviens de ça? Oui, je pense que le festival ECM, il n'y a pas que par rapport aux musiciens français. Je crois qu'il y a eu un autre problème qui était lié au fait qu'un certain nombre de majors, de compagnies majeures et de journalistes parisiens ont tapé sur cette tentative de festival en disant que c'était pas normal d'avoir uniquement un seul label qui était présent. Mais effectivement, ça a été l'occasion de démolir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tas de tentatives parce que je pense que le fait de relancer le nom de Proton de la Chapelle me relance un souvenir qui est, pour moi, qui était. On déborde, mesdames, messieurs, c'est pas grave. Oui, mais allons-y. Proton de la Chapelle, c'était un monsieur qui était assez formidable. Il a fait beaucoup de choses à Lyon. Et ils avaient monté une entreprise qui s'appelait Art et Charité à Lyon. Ça doit rappeler peut-être des choses à certains. Qui faisait des événements en vue d'aider pour des œuvres caritatives, etc. Et on avait réussi à lui faire organiser un certain nombre de festivals, de concerts de jazz. J'ai dû faire une vingtaine de concerts à Lyon, dans différentes salles, dans le cadre de Art et Charité. Et j'ai encore le souvenir de Monsieur Proton de la Chapelle qui m'appelle un jour dans son bureau et qui me dit écoutez, Monsieur Boutelier, vous avez vu quel était le nom de notre association. Art, c'est bien avec ce que vous faites avec nous, mais charité, on n'y arrive plus parce que et il me sort tous les comptes et tout ce qui lui avait coûté les concerts de jazz qu'on avait fait. Et donc, mais il l'avait fait avec tellement d'élégance que je crois que c'est vraiment quelqu'un et je crois que pour les différentes manifestations qui ont eu lieu avec Jazz à Lyon à la fin des années, début 70, il avait ce même état d'esprit. Gérard, juste un mot, moi, votre œil de photographe, vous avez senti cette énergie Personnellement? Ouais, voilà, dans votre boîtier. Dans ma volonté. Ah oui, non mais. Moi, je peux pas assister à un concert si je photographie pas. C'est-à-dire que j'ai en moi le besoin de la mémoire. Ouais. En l'occurrence, mémoire visuelle. C'est-à-dire que je suis mal dans un fauteuil. Donc, je me suis attaché. C'était la première musique dans laquelle je suis tombé, d'où je ne suis jamais sorti. Depuis le début, j'ai tenté, à l'instar de mes prédécesseurs, comme Jean-Pierre Leloir, qui était un modèle à l'époque, de photographier les instants musicaux auxquels j'assistais. Et j'ai comme ça entamé une sorte de démarche personnelle, d'aller photographier les concerts, les festivals. Et je dois dire que très souvent, c'est en regardant mes images que la musique me revenait dans l'oreille. C'est-à-dire que je sortais d'un concert, très souvent, j'ai pas de souvenirs, je suis tellement pris par les préoccupations à la fois techniques et puis de cadre et de ce qui se passe sur scène, des musiciens et tout. Mais par contre, et très souvent, certains ont dit mais tes images sont musicales. Ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Excellent compliment. C'est qu'effectivement, je photographiais pas forcément les musiciens en train de jouer ou de chanter, mais j'essayais de les bloquer dans des moments où ils étaient un petit peu repliés sur eux-mêmes pendant qu'ils écoutaient leur entourage et tout. Et là, il y avait un moment qui était autre que celui de la musique. Il y a le moment musical, effectivement, mais aussi le moment où ils se repliaient sur eux-mêmes, qui méditaient. Très souvent, et alors on m'a fait ce reproche. J'ai un jour photographié Kenny Clarke en train de se remettre la ceinture. On m'a dit, mais il n'est pas en train de jouer. Je dis, bah oui, mais c'est Kenny Clarke quand même. Vous photographiez la musique, en fait. Oui, mais c'est un moment comme ça. C'est un musicien en même temps, un moment de sa vie. Je me suis un petit peu toujours senti là pour ça. D'accord. Alors, une sorte de passeur à travers des images de ce qui pouvait se passer sur scène. Alors, je voudrais vous présenter une jeune fille qui est là depuis le début quand même. C'est Émilie. Émilie, elle a fait un travail remarquable, messieurs. Elle est allée, Émilie Souillot, qui est allée faire
un film qui a été diffusé au cinéma sur le Hot Club de Lyon. Vous pouvez nous dire ce qui vous est passé par la tête pour aller faire un film pareil au Hot Club? Alors, qu'est-ce qui m'a passé par la tête? Déjà, c'est des rencontres. C'est marrant parce qu'autour de cette table, il y en a 3 que j'ai rencontrés. Ça a été le point de départ du film. C'est pas trop fait exprès, mais finalement, c'est assez drôle. Gérard Amselem, en fait, qui a été la première personne que j'ai rencontrée pour faire ce film. Bon, déjà, avant, j'avais 21 ans quand j'ai fait ce film. J'étais encore à la fac. Et je voulais faire un film, en fait, sur le jazz pour mieux le connaître, en fait, ce que je connaissais pas encore trop. Et j'avais déjà rencontré Roger Guérin, le trompettiste à Nîmes, que vous devez connaître, pour certains, je pense, que j'avais filmé, et voilà. Et alors le Hot Club, comment Donc le Hot Club, du coup voilà, donc je voulais faire un film à Lyon, et donc on m'a parlé du Hot Club. Gérard Amselem m'a dit, il y a un Hot Club à Lyon, ça pourrait être intéressant que tu ailles voir et tout ça. Donc il m'a donné mes premiers contacts, et surtout aussi, il m'a ouvert aussi ses planches contacts de photos du Hot Club, certaines qui étaient même jamais sorties des planches en fait. Ouais. Donc c'était super. Enfin moi qui aime beaucoup, la mémoire et faire des films sur la mémoire, et c'est aussi pour moi faire des films c'est toujours une enquête, une recherche, des rencontres toujours. Et là c'était. Mais c'est pas le film, c'est pas loin de la mémoire quand même, votre film. C'est en fait même là tout autour. Tu te rends compte que ça te dépasse. Déjà c'est du jazz, tout ça, c'est même du documentaire. Tout le monde parle, c'est un petit monde, c'est la même famille. Et moi c'est ça que j'aime beaucoup. Et dans le film, toi Gérard tout à l'heure tu parlais que tu prenais en photo un peu les moments autres que les moments musicaux. Moi dans le film c'est ce que j'ai fait aussi. C'est ça. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le film, c'était l'écoute. Et donc, il y a beaucoup de moments où je filme, notamment il y a John Botellier, qui est dans le film, John, que j'ai filmé aussi, qui est en train d'écouter les autres musiciens. Il y a un big band que j'ai filmé aussi. Des fois, je restais sur des musiciens qui jouaient pas. Et ça m'intéressait de voir comment ils arrivaient à écouter les autres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait. J'ai filmé aussi Jean-Louis Billou, à un moment donné, qui écoute son disque de son groupe Equinox Jazz Quartet, je crois, quintet. Et si je me trompe pas, c'est ça. Et Billou, on peut le trouver ce le DVD, disque, ouais. C'est un vinyle en fait. Non, la vidéo, le film. Le film, oui, il est là. Il est là. On peut le retrouver quand même. Oui, on peut le trouver. Faut m'appeler quoi. Je vous donnerai mon numéro si vous voulez. Le 06 Émilie. Non, c'est possible. C'est un peu comme ça, mais voilà. En gros, juste pour terminer, voilà. J'ai rencontré aussi donc Gérard Vidon qui m'a mis un pied dans le Hot Club, et Frédéric Brucker qui m'a ouvert les archives de son père Raoul, où là j'ai pu aussi prendre mes petites notes, faire toute ma recherche en amont sur l'histoire de ce club, pour après avec le film raconter les petites histoires du Hot Club. C'est surtout ça qui m'intéressait, voilà. C'est formidable. En tout cas, un film à voir et à revoir, parce que vraiment, il y a des petites perles. On a dépassé évidemment le temps qui nous était imparti, comme on dit. Je voudrais pas terminer sans parler du festival de jazz à Vienne, quand même, Jean-Paul. Jazz à Vienne qui quand même porte un petit peu tout le jazz de la région, voire plus, hein, évidemment. Hein, mais non, moi, je retiens pas ce genre de qualificatif. Non, donc Jazz à Vienne, je crois que très franchement, pour avoir fait pas mal de choses, je crois que c'est beaucoup plus facile de monter un festival comme Vienne que de faire des petits concerts dans des clubs. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, parce que on a très vite l'aide du public, parce que c'est le public, le jazz il appartient au public, hein, et dès l'instant où on a le public, dès l'instant où on peut le fidéliser, c'est formidable. Donc, mais c'est pas un petit peu, ça reste quand même un peu le moteur par rapport aux autres festivals. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous aide d'avoir un festival comme Jazz à Vienne Enfin, personnellement, je suis pas forcément sûr qu'il y ait des retombées sur les clubs. C'est ma question. Parce que je crois qu'il y a un public quand même qui va au festival, et qui le reste de l'année va pas forcément écouter les concerts de jazz. Je crois que, en toute impartialité, je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'on peut examiner la chose. C'est que le fait d'avoir de nombreux festivals dans la région, qui en plus sont pas dans des périodes, on a parlé de Rhino, on a parlé de Vaux-en-Velin, mais il y en a d'autres, il y a Francheville, il y a des tas de choses. Et l'ensemble de ces festivals permet d'avoir un éclairage régulier sur cette musique. Et je pense que grâce à cet éclairage,
et je l'espère, c'est plus facile pour les musiciens, peut-être. Quand je dis facile, c'est peut-être pas le mot, c'est plus, ça donne peut-être quelques guides pour des musiciens pour avoir régulièrement des tenues de club, etc. C'est vrai que actuellement il y a plus de clubs qu'il n'y en a jamais eu à Lyon, et je crois que la plupart des clubs ont beaucoup de monde dans leurs séances. Mais par contre, il faut être vigilant. Mais je pense pas que la situation des... Je le dis toujours, la situation des musiciens n'a pas vraiment changé. Je crois que si on se ramène 30 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de musiciens. Alors, ils avaient plus d'occasions de jouer. Il n'y avait pas plus de budget pour souvent les alimenter, mais ils étaient pas très nombreux et ils pouvaient peut-être se retrouver sur quelques jigs, sur de la variété, etc. Maintenant, c'est très difficile pour les musiciens parce qu'ils sont très nombreux, ils sont très très talentueux. Je pense que la plupart à 20-25 ans, c'est des vrais pros. Et il y a une difficulté pour eux ensuite de vivre de leur musique, de leur passion. La plupart sont obligés d'avoir d'autres activités, notamment dans l'enseignement ou dans d'autres choses, et c'est très très difficile parce que il y a beaucoup quand même de musiciens et il faut qu'ils vivent, et il n'y a pas tant que ça de lieux qui soient destinés à cette musique. Autant la musique classique, la danse, etc. ont des lieux qui sont dédiés pour eux, le jazz n'a pas de lieu dédié. Et ça, c'est important de le dire. Ça, c'est une bonne parole. On va rester là-dessus. Oui et non, parce que à la fois, oui et non, parce qu'on observe aujourd'hui quand même, à la fois, tout dépend comment on veut placer cette musique, si on veut la mettre dans l'institution ou pas. Hors institution, il y a une palette de lieux, c'est infini. Et on n'a jamais autant, les musiciens n'ont jamais autant joué. Alors tout dépend. Enfin, non, c'est pas un débat, mais ces lieux, comment rémunèrent-ils les musiciens? Oui, mais est-ce que le débat, quand tu as des musiciens classiques qui sont à l'opéra, qui sont à l'auditorium, qui sont dans d'autres circonstances. Mais quand on choisit de faire du jazz, on choisit pas de faire de la musique classique. Oui, mais je pense qu'il fut une époque où il y avait beaucoup moins de musiciens qui arrivaient peut-être mieux à s'en sortir. Je le dis, oui, même s'ils se plaignaient peut-être beaucoup à l'époque aussi, mais ils avaient beaucoup plus de possibilités de s'en sortir. Maintenant, je connais bien la situation pour vous tous. Je crois que c'est pas très simple. Voilà. Si on part un peu oui, mais je pense qu'aujourd'hui rien n'est simple. Pardon. Si on parle un peu sur le futur, de toute façon, autour de la table ici, et toi aussi, on doit travailler absolument sur le public, et c'est ce qu'on fait. Bien sûr. Je vais renvoyer la balle à Jean-Paul Boutelier. Sur les clubs, parce qu'effectivement Vienne et Jazz et Avo Jazz et le Rhino travaillent beaucoup avec nous et de plus en plus parce que c'est une grande difficulté et c'est un challenge de tous les instants d'arriver à faire venir de nouveaux publics, d'arriver à faire venir les gens vers cette musique-là, et c'est comme ça que tout va marcher de toute façon, sans rentrer dans les détails de qui est institutionnel et qui pas institutionnel. Et là-dessus, je pense qu'on avance. Et là, sur Avo qui arrive avec Jaren qui nous parlait du hors les murs, avec les grandes soirées, avec l'intégration du hip-hop, avec des ouvertures musicales, avec Vienne qui s'est ouvert sur un jazz mix qui est rempli de jeunes. Voilà, moi, il y a plein de choses là, et c'est là-dessus, en tout cas pour moi, mon travail, que je me fixe pour avancer. Et en tout cas, par les festivals, par les moyens que vous avez aussi, c'est des beaux exemples. Quand vous travaillez, quand vous vous renouvelez, quand vous cherchez un peu dans des directions nouvelles, nous on a des beaux exemples aussi pour s'appuyer et pour trouver aussi des musiciens. En tout cas, mademoiselle, messieurs, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vraiment la crème du jazz. C'est déjà fini, mais on aura l'occasion... On pourrait peut-être évoquer la parité dans le jazz la prochaine fois, effectivement, puisque tu dis bien mademoiselle et messieurs. Voilà. Ce panel est assez représentatif. On va y travailler, Robert. C'est vrai qu'il y a quelque chose de société quand même dans le jazz, pardon, c'est important. Parce qu'à la fois, c'est vrai que c'est très dur pour les musiciens, mais c'est très dur pour tout le monde. Enfin, après, moi, je suis assez en contact avec des artisans, avec beaucoup de gens. Dans le monde du travail, c'est dur aujourd'hui. On a un modèle de société qui est dur. Et bien après, sûr. c'est dur pour les même pour faire des émissions. C'est dur pour les autres aussi. Oui, mais Lionel, on va continuer. Excusez-moi, je vais juste dire au revoir et après on continue si vous voulez, parce que sinon je vais pas terminer l'émission. Voilà, mesdames, messieurs, on a été, mademoiselle,
messieurs, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va forcément faire d'autres émissions sur le jazz. Regardez Social Net Club, partagez-le, et puis à très bientôt ici au Barrio Club. Je voudrais juste remercier évidemment le Barrio Club avec Bertrand et toute son équipe, YC Vidéo, Fred Vialet, Béa, Michel Djaoui, Mehdi aussi derrière ses manettes, et puis évidemment Denis Fabien Corlin. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine fois. Merci. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une émission de jazz sur le jazz. On en fait une tous les jours. Ah bah c'est ça. Parce qu'il y a besoin de... Bah, il faut parler. On démarre. En fait, ce qui est hyper frustrant, c'est qu'on commence, on démarre. Bah oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses à faire. bien sûr, j'adorerais... Mais ce qui se passe pour les musiciens de jazz, il se passe exactement la même chose pour les danseurs et les gens de théâtre. C'est que maintenant, il y a des écoles qui produisent des gens de talent. Oh là là, cet hiver qui n'en finit pas, ça me met un bourdon. Et moi, pour me remonter le moral, quand j'ai le blues, j'écoute du jazz.